Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. Plaisir et vin, cette semaine, nous recevons Mme Catherine Bégin de la TVCBF. Catherine, bonjour. Bonjour Martin. Bienvenue à Plaisir et vin. Merci de m'avoir invité, c'est Ouais. apprécié. Catherine, c'est un milieu que tu connais. Oui. Directrice de la TVCBF. Exactement. On appelait ça la télévision communautaire. Mais TVCBF, maintenant un peu plus, on enligne un peu plus là-dessus, ou les deux noms reviennent pareil? En fait, les deux noms reviennent beaucoup. Moi, quand que je parle, je dis toujours télévision communautaire des Bois-Francs. Ouais. Puis, dans nos communications, souvent, ça va être autant la télévision communautaire des Bois-Francs que la TVCBF qui vont être véhiculées. Souvent, les factures vont être faites aux deux en tête même. Donc, OK. les deux noms d'entreprise conviennent. Tu es dans le milieu quand même depuis un certain temps déjà, là. Ça fait bientôt 3 ans et demi, en fait. Bientôt que je suis, 3 ans et demi. Oui, bientôt 3 ans et demi. Je suis arrivée là, en 2017, 4 juin 2017, si je ne me trompe pas, OK. à la direction de la TV. Au départ, à mon arrivée, j'étais DG par intérim. Donc, je reprenais le pôle de Francis Morin, qui a été directeur pendant 6 mois. Puis, au fil du temps, bien là, en fait, la direction plus officielle s'est confirmée auprès du conseil d'administration, auprès de l'équipe. Puis, directrice générale depuis 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Puis on se suit un peu, tu fais partie du CA de la SDC, Oui, effectivement. du CA de la Chambre de commerce, Oui, nouvellement, nouvellement. quand même. Juste un petit peu impliquée, disons, dans la Oui, vie, dans ma vie en général, puis dans le milieu des affaires aussi. Moi, les jeunes posent souvent la question, pourquoi tu t'impliques dans ces organisations-là? Je te pose la même question aujourd'hui. En Pourquoi fait, la SDC et pourquoi la Chambre de commerce? bien, pour moi, la SDC, quand je suis arrivée à la TV il y a 3 ans et demi, je ne connaissais pas nécessairement le regroupement de la Société de développement de Victoriaville. Donc, voyons, le terme exact, Société de développement Oui, SDC. commerciale, c'est Ouais. ça. Société de développement commercial de Victoriaville. Ouais. Donc, je ne connaissais SDC, pas oui. nécessairement la SDC. Puis, il y a une membre qui m'a approchée, qui m'a dit « Catherine, c'est notre AGA, j'aimerais ça beaucoup que tu viennes. » Elle m'a proposé, puis moi, tout bonnement, bien... Parce que vous êtes pignon sur rue, c'est la rue Notre-Dame, Oui, exactement. d'ailleurs. On est situé au 134 rue Notre-Dame depuis, je pense, au moins une bonne douzaine d'années là, Ouais. qu'on est déménagé là. Oui, ça, entre 7 et 12 ans. Là. Ma mémoire là, pourrait me jouer Ouais, des tours. Là. ça se peut. Mais donc, mon implication pour moi, par exemple, auprès de la SDC, me vient vraiment de mon réseau. Donc, c'est important pour moi de m'impliquer parce que c'est mon réseau, en fait, auquel que moi, je peux en bénéficier, puis mon réseau aussi en bénéficie. Puis, au fil du temps, ça va faire 3 ans que je suis impliquée auprès du CA de la SDC. Puis, j'ai découvert une panoplie de belles personnes qui sont ultra impliquées, qui aiment d'amour leur centre-ville. C'est super important pour moi de continuer de m'impliquer sur ce CA-là parce qu'il y a une belle mission aussi derrière ça. Donc, l'objectif, c'est pas juste de me faire rayonner moi ou de faire rayonner mon organisation, mais c'est de faire rayonner tout le centre-ville puis toutes les entreprises qui travaillent vraiment fort pour réussir à se démener même avec la situation dans laquelle on est là aujourd'hui. Donc, CA de la SDC, c'est beaucoup là mon implication. Si je suis capable de donner un petit quelque chose, bien, je vais l'offrir. Si on est capable de faire mousser les entreprises, bien, on va les aider autant qu'on va pouvoir. Puis tout le CA a cette même vision-là aussi. Oui. C'est ce qui implique davantage, puis c'est ce qui donne envie encore plus de continuer de s'impliquer, en fait. Là. À la Chambre de commerce, c'est la même chose? Oui, pareillement pour la Chambre de commerce, ça faisait longtemps, ça, je te fais une confidence, puis là, finalement, bien, elle va être, diffusée publiquement. Ça fait plusieurs années, moi, que je suis dans le milieu des affaires. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé là, dans le milieu des affaires, justement. Puis le CA de la Chambre de commerce m'a toujours un peu intimidée. Surtout, bon, étant un petit peu plus jeune, ça, je me disais, waouh, le CA de la Chambre, c'est du monde important qui sont là. C'est des grandes entreprises, c'est des gens qui sont en business depuis longtemps, qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. Je me suis toujours dit qu'un jour, j'allais y accéder. J'allais, moi aussi, faire partie des grandes entreprises, puis des belles entreprises qui rayonnent, puis qui ont un beau parcours de vie, puis qui ont quelque chose à raconter. Puis pour moi, bien, aller sur le CA de la Chambre de commerce, bien, c'est une belle fierté. Évidemment, je pense que mon organisation va en bénéficier du CA de la Chambre, mais à la base, je ne le fais pas pour moi ou je ne le fais pas pour mon organisation. Encore là, je le fais parce que je crois en l'économie locale, je crois en l'implication des gens, je crois au commerce, aux organismes qui s'impliquent puis qui souhaitent continuer de faire rayonner leur région. Donc, la Chambre de commerce, c'est tout nouveau. Donc, je vais commencer, je vais voir un petit peu le fonctionnement et tout. Mais ça va être
un beau nouveau défi, en fait, pour moi de m'impliquer auprès de ce CA-là. Et pour avoir fait partie personnellement de d'autres organisations, d'autres OSBL, je pense que c'est bien de démystifier un peu le genre de crash qu'on avait entre, on peut dire ça de même, là, mot anglais, mettons, là, entre les OSBL puis le monde des affaires. Parce que c'est deux mondes qui doivent se côtoyer. Là. Des fois, on pensait que c'était vraiment séparé, indépendant, mais non. Un comme l'autre a besoin de l'autre. Oui. Puis c'est des gens qu'on côtoie. N'importe quelle organisation, on a passé à des entrevues aujourd'hui avec HDA, Prévention Suicide ou qu'importe. Et c'est des gens d'affaires qui sont en arrière de ça. Alors c'est important, je pense, de se réunir, de se rencontrer et de se parler. Là. Définitivement. Plus je le vois aussi, plus que j'y crois à ce que tu dis, parce que j'ai aussi été dans des entreprises à but lucratif, donc des entreprises privées. Puis pour être dans un OBNL depuis les dernières années, mais je me rends compte que les deux milieux, ils sont très, très parallèles. Ils vont dans le même sens aussi. Ils ont une mission, ils ont une vision d'entreprise. Puis dans les deux cas, bien, il faut que ça continue d'avancer, il faut que ça chemine. Puis peu importe les crises sanitaires qui peuvent nous tomber sur la tête, bien, dans les deux cas, ils vont avoir exactement les mêmes enjeux ou des enjeux ultra similaires à passer à travers. Donc, effectivement, c'est deux milieux qui sont très rapprochés. Puis je pense que l'entreprise privée a à gagner de s'inspirer de l'OBNL. Et pareillement, l'OBNL a aussi à s'inspirer de l'entreprise privée, des fonctionnements, puis de comment est-ce qu'ils roulent, puis comment est-ce qu'ils gèrent leur organisation. Parce que vous êtes une entreprise, donc vous avez des employés, vous avez des bénévoles, vous avez un budget, vous avez des comptes à rendre, vous avez un conseil d'administration. Exactement. Parle-moi-en donc un petit peu de ça, là, cet organigramme un peu que vous avez chez vous, là, au niveau employé, au niveau bénévole, CA. En fait, donc nous, on a un conseil d'administration qui est de 8 personnes. Donc, j'ai un président, un VP, un secrétaire trésorière, puis mes administrateurs. Moi, en fait, j'ai des comptes à rendre à mon CA. Donc, quand j'ai des achats importants à faire, je dois passer par mon CA. Quand j'ai des demandes de subventions à faire, mon CA doit les adopter. Comme quand, par exemple, si on a des embauches à faire quelconques, bien, je vais aussi passer par mon conseil d'administration. Donc, le CA va vraiment être là pour m'appuyer dans toutes les décisions qu'on va avoir à prendre au niveau administratif, financier, mais ne va pas jouer dans le volet production. Donc, là, ensuite de ça, j'ai mon conseil d'administration. On a un CA par mois. Moi, j'ai des grandes orientations qui ont été discutées avec les membres de l'équipe. D'ailleurs, on a fait une planification stratégique dernièrement, excuse-moi. Prochainement, oui, non. Dernièrement, on a fait notre planification stratégique. Donc, on l'a fait en équipe. À la TV, dans les bureaux, donc les personnes qui travaillent à temps plein à la TV, on est une équipe de 8 personnes. Puis là, tout dernièrement, on a embauché là, au mois de septembre Pascal, qui est les gestionnaires des réseaux sociaux. Pour embaucher Pascal, je suis allée chercher une subvention. Donc, 100 de son salaire est payé par la subvention. Donc, à Pascal, nous, on s'engage à lui donner des formations, à l'amener un petit peu plus loin dans son travail, puis à lui permettre justement d'explorer le milieu professionnel, considérant qu'elle sort de l'école. Puis, l'objectif de la subvention, en fait, c'est de donner une expérience. Donc, à temps plein, on est une équipe de 8 personnes. On collabore avec 3 réalisateurs. Donc, qui sont Claude Morin, qui est présent à la TV depuis plusieurs années. Ensuite de ça, Martin Savoie, qui est avec le bureau, qui est au bureau depuis, si je ne me trompe pas, 4 ans et demi environ. Puis Alexandre Fournier, qui est notre tout nouveau réalisateur, mais que ça fait quand même bientôt 2 ans qu'il travaille avec nous. En fait, ça fait déjà 2 ans qu'il travaille avec nous. On peut lui demander, il n'est pas loin ici. Oui, je sais. D'ailleurs, c'est le réalisateur qui est attitré à l'émission Plaisir et Vin. Donc, chaque réalisateur va avoir des émissions à réaliser. Sur lesquels ils travaillent. Il y en a qui sont impliqués comme animateurs. Donc, Martin puis Alexandre vont soit faire aussi de l'animation d'émissions. Sinon, ils vont justement ils vont réaliser les productions. Chaque production est différente. Donc, on a des productions qui sont faites par l'équipe de la TV. On a des productions qui sont faites par des bénévoles. Puis, on a des productions qui sont faites par l'équipe de la TV et des bénévoles. Donc, chaque production va être très différente. Puis, les réalisateurs vont collaborer avec tout ce beau monde-là. Donc, dans notre équipe, si je reviens à ta question, donc on est 8, 3 réalisateurs, on a 2 monteurs, donc qui sont Éric Simoneau et Daniel Antoine. Éric est avec nous depuis, je vais dire, au moins une bonne dizaine d'années. Puis Daniel Antoine est là depuis environ 4 ans et demi. Donc, on a quand même une belle équipe qui est assez stable au bureau. Ensuite de ça, il y a Yvon, qui est superviseur technique. Oui, ça fait longtemps qu'il est là, Yvon. Oui, Yvon aussi, il est là depuis, ça aussi, une bonne dizaine d'années. Là, Yvon puis Éric sont rentrés pas mal en même temps au bureau de la TV.
Sylvie Manceau, qui est adjointe administrative et responsable du Télébingo, puis et moi-même, en fait, à la direction. Donc, c'est ce qui compose notre équipe de 8 personnes. Puis, annuellement, on travaille, dans le fond, avec, je vais dire, au-dessus de 80 bénévoles. Mais je dirais, là, il y en a une soixantaine, un noyau d'une soixantaine qui sont plus actifs que d'autres, puis c'est correct. Ces bénévoles-là vont faire autant de l'animation, comme toi, Martin. Donc là, c'est toi qui pourrais nous parler, en fait, c'est quoi être bénévole à la télévision communautaire des Bois-Francs. Donc, on a des animateurs qui sont bénévoles, qui vont faire toute leur recherche, qui vont faire tout leur développement d'invités, tout ça. Tu fais partie de ceux-là. Ouais. On a des animateurs qui sont vraiment là pour animer les émissions. Donc, on va les appeler de manière sporadique. « Salut, tu serais-tu disponible pour telle animation? Pour exemple, une émission L'Urbain. Oui, parfait, je me déplace. Je vais prendre une lecture du communiqué de presse, puis let's go, je vais animer l'émission. » On en a des bénévoles qui sont à la technique. Donc, tout ce qui est gestion de l'équipement caméra, donc des caméramans bénévoles, ça, on en a plusieurs, dont Jessica, qui est avec nous aussi aujourd'hui. Ce serait le fun d'avoir une belle image d'elle. Donc, on va avoir plusieurs, justement, bénévoles qui sont à la technique, à la TV. Puis, on a nos bénévoles, en fait, sur le conseil d'administration. Donc, moi, tout le CA, ça se trouve être des membres bénévoles qui sont... ils font partie de nos bénévoles, excuse-moi. Grosso modo, là, ça compose l'équipe de la TV. Donc, c'est pas uniquement un noyau de 8 personnes. C'est toute une communauté, en fait, là, qui vient vraiment nous aider à réaliser notre mission à tous les jours. Tu me parles de mission. C'est quoi la mission? Est-ce que vous avez un cadre un peu au niveau des émissions que vous devez faire, au niveau de la région, au niveau, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un pourcentage qui doit aller tel là, ou... On n'a pas nécessairement de cadre qui est établi particulièrement. Donc, nous, en fait, nos moyens de financement nous apportent un certain cadre, si on veut. Donc, on va être financé en termes de subvention par le ministère de la Culture et des Communications. Ce financement-là vient vraiment nous aider pour financer tout ce qui est actualité locale. Donc, quand on va être plus dans la nouvelle, comme par exemple avec l'émission L'Urbain, comme l'émission Autres bulletins, donc là, on va être vraiment plus dans la nouvelle proprement dit. Les émissions de Victo vous informent, la séance du conseil de ville. Donc, ce financement-là va vraiment venir aider pour financer cette catégorie d'émissions-là. Dans le financement, bien entendu, eux nous disent, bon, bien nous, on a besoin de tant d'heures qui sont produites pour de la nouvelle locale. Puis là, si on a un plus petit nombre d'heures de production là-dedans, bien évidemment, notre financement va être diminué. Ensuite de ça, on va avoir des contrats de production. Donc, nous, en soi, on produit des émissions, puis on va avoir à faire une reddition de compte, si on veut, à Vidéotron, qui est notre câbleau distributeur majeur, qui, lui, va nous rémunérés à l'heure de production. Donc, on se doit, nous, de produire 180 heures de nouveaux contenus par année. OK. Ce qui représente à peu près l'équivalent de 5 à 6 heures par semaine de nouveaux contenus. Et ce 5 à 6 heures-là de nouveaux contenus est distribué, je ne peux pas dire à part égale entre chaque réalisateur, mais distribué, en fait, là, un peu par charge de travail, par réalisateur là, qu'on a au bureau. Donc, ce contrat de production-là représente tout près de 50 de notre budget quand même annuel. Ça, c'est une nouvelle série qui doit être produite ou... Ça peut être des nouvelles séries d'émissions, comme ça peut être des séries d'émissions comme, par exemple, Plaisir et Vin. Donc, on parle à ce moment-là de nouveaux contenus. OK, nouveaux contenus. Exactement. Donc, nous, notre programmation fonctionne sur 36 semaines. Généralement, on débute là, notre programmation à l'automne, aux alentours du 14-15 septembre. Puis, elle va se terminer vers la Saint-Jean, là, des alentours du entre le 15 et le 20 juin de l'année suivante. On fonctionne en 3 saisons. Donc, l'automne, on va avoir 14 semaines de nouvelles programmations. Donc, dans ces 14 semaines-là, par exemple, l'émission Plaisir et Vin, on va avoir une série de 14 épisodes de nouveaux contenus. Puis, on va faire de la rediffusion par la suite. Donc, exemple, l'émission Plaisir et Vin avec Catherine Bégin va être diffusée dans la semaine X de l'automne. Elle va avoir sa première date et heure de diffusion, puis elle va être rediffusée dans la même semaine, peut-être une dizaine de fois, là, question d'aller justement alimenter le contenu qui est disponible. OK. Donc, en termes de contrat de production, ça, on est avec Vidéotron, puis on est avec Sojotel aussi, qui vient vraiment combler nos petites campagnes, si on veut, autour de notre territoire. Puis on couvre quand même un territoire Bois-Francs-Érable, à l'exclusion de Plessisville, donc Plessisville même.
Parce qu'à Plessis, il y a une TV communautaire, donc la TV communautaire de l'érable. Oui, effectivement, qui existe encore. Francis Fortier, si je ne me trompe pas, qui est à la direction là-bas. Donc, lui, il va vraiment produire aussi son contenu local. Ça n'empêche pas qu'une fois de temps en temps, on va aller à Plessis puis qu'on va aller faire une captation. Et pareillement pour Francis, qui va venir à Victo, qui va venir faire une captation, ou encore sur un territoire que nous, on couvre. Il n'y a pas de compétition, je pense, entre une TV communautaire ou l'autre. Ouais. On est plus deux médias communautaires qui ont envie d'en donner le maximum pour notre population. Et ça, c'est à peu près votre financement aussi, parce qu'il n'y a pas de campagne. TVCBF, on ne voit pas de campagne de financement vraiment comme tel. Là. Effectivement. Vous avez le bingo? Oui, c'est en plein ça. Donc, on n'a pas de campagne de financement proprement dit, comme beaucoup d'organismes à but non lucratif qui vont avoir vraiment une campagne de financement annuelle. Nous, notre campagne de financement, bien, on se dit que c'est le télébingo. Okay. Donc, le télébingo, c'est sur 36 semaines aussi. Donc, très populaire. Très populaire. Oui, définitivement. Très, très populaire. En tout cas, on en entend beaucoup parler. Donc, j'ai pour mon dire que c'est assez populaire. Ouais. C'est impossible de le diffuser sur le web parce que ça ne fait pas partie d'une réglementation qui est permise par la Régie des courses et des jeux. Donc, en date d'aujourd'hui, on est diffusé uniquement là, sur notre câbleau, sur nos câbleaux. Le bingo. La façon dont ça fonctionne, les gens achètent des cartes? Exactement. Donc, on a 28 points de vente en date d'aujourd'hui. On a 28 points de vente à travers tout notre territoire, que ce soit donc à Victoriaville, dans les différentes campagnes d'Avelueville, Ame-Nord, Saint-Norbert, etc. Donc, nous, on va vendre des cartes de bingo dans les dépanneurs, dans les épiceries. On va leur porter à toutes les semaines une enveloppe avec les cartes de bingo. Les points de vente, en fait, vont aller comptabiliser à la vente de cartes. Puis le lendemain du bingo, Sylvie, qui est responsable du bingo, va faire sa tournée générale, là, en fait, pour aller récupérer les sous. Ce qui nous permet de comptabiliser là, de manière hebdomadaire, c'est quoi nos revenus en lien avec le bingo. Donc, à toutes les semaines de bingo, on a jusqu'à 1 550 $ de prix à gagner. Évidemment, c'est distribué sur les différents jeux là, qu'on a durant la soirée. Donc, c'est ça. Le fonctionnement, là, rapidement, tu vas chercher ta carte de bingo dans le point de vente. Tu t'assois dans le confort de ton salon, en pyjama, avec une coupe de vin. Bingo, vous êtes un gagnant. Donc, ensuite de ça, bien, on va vous envoyer votre chèque, donc l'argent que vous avez gagné directement par la poste. Ça va être un chèque au nom de la télévision communautaire des Bois-Francs à votre nom. Donc, vous pouvez avoir gagné 550 $ là, qui est notre plus gros prix. Ah, c'est bon. Oui, exactement. Donc, ça, c'est notre source de revenus, je vais dire autonome. Donc, ça se trouve à être notre espèce de campagne de financement. Et somme toute, le télébingo nous permet quand même d'amasser l'équivalent d'environ un salaire par année. OK. Donc, sans le télébingo, bien, ça ferait qu'on n'aurait pas une équipe de 8, mais qu'on serait probablement 7 au bureau. Oui, c'est bien. Oui. Je voulais dire, oui, au niveau de ce qu'on vit présentement, au niveau des émissions, est-ce qu'on retrouve des contraintes un peu? Nous, on en a une un peu, là, parce qu'avant ça, on était plus proche que ça. Exact. On en a une contrainte, mais j'imagine qu'il y a d'autres contraintes aussi au niveau des émissions. Mais en fait, il y a un guide qui est sorti là, du CNESST qui est en lien avec les tournages. Donc, évidemment, il parle au niveau des déplacements. Donc, il y a un nombre de personnes maximum dans un véhicule, ou sinon, il faut que ce soit muni de plexiglas, masque, ventilation, aération. Pour ce qui est des tournages en studio, donc nous, on a le studio de la TV, donc on a un nombre d'invités maximum. Donc, par exemple, une émission qui s'appelle Folklore populaire, qu'on tournait depuis plusieurs années, plusieurs saisons, mais on n'a pas pu la refilmer cette année. Le Folklore populaire, c'est 15 bénévoles, en fait, qui rentrent dans le studio, qui passent une journée complète dans le studio pour faire le tournage de 3 à 4 émissions. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, là. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais en date d'aujourd'hui, 15 bénévoles dans le studio, ça ne fonctionne pas. Il y a trop de monde. Puis en plus de ça prend les gens, les musiciens, l'animateur, ça nous prend le superviseur technique qui est présent pour s'assurer que tout est conforme. Donc, on a pris la décision de ne pas recommencer ce tournage-là, considérant qu'il y avait trop de monde dans notre même espace. Puis que probablement qu'à mener les réglementations, mais on aurait eu de la difficulté à les maintenir fermement. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas recommencé à capter. Sinon, dans le studio, on privilégie d'avoir un animateur, un invité, tout au plus. On s'assure que le 2 mètres de distance, bien entendu, soit respecté entre chaque personne.
Par exemple, l'installation du micro. Donc, moi, j'ai mon micro ici. Bien, mon micro était sur la table quand je suis arrivée et j'ai installé moi-même mon micro. En temps normal, ça aurait été sûrement le réalisateur qui serait venu donner un petit coup de pouce. Passe le micro, parfait, je vais t'attacher, je vais te l'installer derrière la ceinture. Donc, il y a une distanciation aussi qui est faite à ce niveau-là. Notre collaboration avec les bénévoles, je pense que c'est le plus gros impact en ce moment que nous, on vit, c'est de ne pas pouvoir collaborer avec tous nos bénévoles. Donc, évidemment, dans la première vague au mois de mars, il y a eu beaucoup de discussions en lien avec les gens qui ont 60 ans et plus, 70 ans et plus, qui leur demandaient fortement de rester à la maison pour leur sécurité. Donc, nous, par le biais, on a demandé à tous nos bénévoles, restez chez vous. T'sais, on veut aussi vous protéger, restez chez vous au maximum. Parce que sûrement qu'il y a des gens qui sont plus âgés aussi en tant que bénévoles. Oui, effectivement. On a des bénévoles qui sont plus âgés, puis on en a d'autres aussi, des plus jeunes. Mais au départ, là, on a comme fait, OK, on met juste une pause. Là, les bénévoles, on va essayer de vous laisser chez vous, même le temps que nous, on puisse prendre le temps de se préparer puis de s'installer, en fait. On a recommencé à travailler de plus en plus avec les bénévoles. Évidemment, bien, il y en a qui ne veulent plus. Il y en a qui disent, non, moi, je préfère rester chez moi, puis c'est correct. Écoute, on va évidemment respecter ça. Pour certains, ils disent, bien, moi, je suis prêt à recommencer à travailler puis à venir collaborer avec vous. Bien, on demande le port du masque, une désinfection des mains comme en fait, ce que le ministère exige. Puis, en lien avec les tournages télévisuels, là, vraiment, là, plus communautaires, bien, je sais qu'il y a des demandes, là, il y a des revendications qui ont été faites auprès de la Fédération des télévisions communautaires. Je pense que vous avez déjà rencontré Amélie Hens, qui est la DG de la Fédé des TV communautaires autonomes. Et elle a fait une revendication au niveau du gouvernement afin d'avoir vraiment un guide plus adapté à notre type de production. Pour l'instant, bien, en date d'aujourd'hui, on n'a pas encore de guide qui a été développé, mais peut-être que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on aura quelque chose de plus établi parce que, somme toute, là, le guide faisait une trentaine de pages, une quinzaine de pages, trentaine de pages. Puis, c'était vraiment sur les séries télé, les productions. Là, écoute, si, exemple, vous avez à vous coller, bien, les rapprochements, ça doit durer maximum 15 minutes. Puis, c'est pas nécessairement des choses qu'on se colle à 100 parce que, bon, on a une entrevue de 28 minutes, puis après ça, je repars chez moi. Mais c'est ça. Le plus gros impact, là, ça a été réellement de ne pas pouvoir travailler à tous les jours avec nos bénévoles de la même manière qu'on le faisait avant. Et ça m'amène peut-être à parler, on est peut-être rendu à parler un peu de ce qui s'en vient au niveau programmation, au niveau de l'automne, au niveau de l'hiver. Oui, certainement. Est-ce qu'il y a des gros changements de ce côté-là? Bien, effectivement. Il y a toutes des nouveautés, hein? Il faut savoir qu'on peut. Ce qu'on a fait, nous, c'est d'emmener un projet à l'émission. Ça peut se faire encore, là, oui, absolument. Au niveau de la population. Là. Tout à fait. C'est ça qui amène des nouvelles idées aussi, là. Absolument. Donc, au mois de mars, quand est arrivée la fermeture des entreprises et tout, nous, on a vu notre programmation complètement chamboulée parce qu'on a décidé d'arrêter de produire. Donc, tous les membres de l'équipe sont allés sur la PCI. Rapidement, on a réintégré les membres de l'équipe, puis on s'est concentré sur des émissions à thématique vraiment plus d'actualité, question d'être quand même dans le mood, puis tourner des plaisirs et vins, ça ne faisait pas partie des priorités à ce moment-là. Au retour de l'équipe, bien là, on s'est mis en mode remue-ménage. Oui, c'est sûr. Donc, on s'est mis en mode remue-ménage de OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on produit? Durant l'été, en principe, on aurait eu une émission qui s'appelle Kiosque à chansons qui aurait été tournée, qui n'a pas été tournée. Hein, dû à la COVID, il n'y avait pas de regroupement, donc pas d'activité non plus extérieure. Donc, ça nous éliminait quand même 1 heure de production par semaine. Plus le folklore populaire, qu'on savait qu'il n'allait pas être de retour aussi. Donc, on a dû vraiment revoir là, notre programmation, pas au grand entier, mais en bonne partie. Donc, cet automne, donc l'automne qu'on vient juste de passer, on a accueilli plusieurs nouvelles émissions. Et ça va continuer encore là, à l'hiver et au printemps, exactement, 2021. Donc, on va pouvoir voir des émissions, une émission qui s'appelle Épicure et fils. Donc, c'est un père avec son fils qui ont fait une tournée, en fait, là, des producteurs et des marchands locaux qui sont allés découvrir, en fait, leur production. On va avoir une émission qui s'appelle La ferme des possibles. Le titre sera peaufiné. Donc, on est allé dans les jardins de la ferme des possibles, puis on va avoir des belles entrevues touchantes avec les membres de l'équipe, en fait, de cette ferme-là.
On a une émission avec les légumes empotés. Donc, c'est une nouvelle organisation qui vient tout juste qui s'est lancée, en fait, cet été. Et Alexandre, il a suivi le processus de cette nouvelle organisation-là. Okay. Donc, on va avoir encore là une belle entrevue, des belles entrevues puis une belle série d'émissions en lien avec ça. C'est meilleur sur 2 roues revient encore au printemps. Nectar revient aussi avec Stéphane Pinsonneau, exactement. Okay. Donc, l'émission a été filmée dernièrement. Donc, Plaisir et vin revient. Plaisir et vin revient, exactement, à l'hiver. Donc, on va revenir avec une belle saison de 12 épisodes pour compléter Plaisir et vin. Donc, je ne me trompe pas, je pense que ça fait 8 ans à peu près, Plaisir et vin. Ça fait 8 ans, Plaisir et vin. OK. Wow, quand même. 8 ans, puis toujours avec 2 saisons, donc à l'automne et à l'hiver. Oui, je crois, sérieusement. C'est supposé qu'il y a des gens intéressants dans la région quand même. On a rencontré toujours des gens intéressants à chaque fois. Là. Je suis d'accord. C'est incroyable. En fait, c'est touchant d'entendre ça. Puis je trouve ça le fun aussi de voir que ça fait autant d'années que cette émission-là revient. Ça témoigne de toute ton implication. Puis ça fait un beau partage aussi, je trouve, d'un bénévole qui est toi, qui est impliqué. Tu as une business, tu as beaucoup de choses aussi à gérer, autres que Plaisir et vin. Oui, mais ton implication auprès de la TV, bien, elle est là, puis elle est vraiment importante pour nous. Bien, c'est de t'en parler, c'est d'ouvrir une porte à des gens, des fois, qui ont des choses à dire. C'est ça, je leur dis à chaque fois quand on lance des invitations, c'est vous avez de quoi à dire. Bien, venez, c'est le temps, là. On ouvre une porte. Là. Exact. Puis en jasant sur une table comme ça, là, simplement. Là. Allez, on pourrait en parler, Catherine, mais je savais qu'on manquerait de temps, je savais. Ça l'achève-tu déjà? Oui, ça l'achève j'ai pas vu ça aller. Je vais te présenter le vin aujourd'hui. Je sais que tu aimes peut-être mieux le blanc. On est en fin de journée, au moment où on tourne l'émission. Alors, je t'amène dans le rouge quand même. Parfait. Mais fort intéressant. C'est un Saint-Émilion quand même de la région de Bordeaux, vendu en succursale à SAQ. Château Franc-Baudron, Bordeaux, Saint-Émilion, Montagne Saint-Émilion, 2015. Très bonne année dans la région là-bas. Je pense que tu as pu déguster ou de moins, je te laisse déguster. Et encore. Et encore. Martin, comment est-ce qu'on déguste un vin? Bien, d'abord, c'est vraiment la couleur, l'intensité de la couleur. Parfait. Ça n'a pas vraiment d'importance au niveau du goût, mais on apprécie ou non un vin qui est très coloré, qui est quand même assez présent de ce côté-là. Par la suite, c'est le nez. Parce que le vin, oui, on le goûte, mais on le sent aussi. Alors ça, c'est quand même important. Et par la suite, bien, la partie la plus importante, c'est de goûter. La dégustation. La dégustation. Pour savoir, ce vin-là fait 12 mois de barrique de chêne au niveau d'élevage. Alors, on retrouve vraiment des notes de vanille, des notes de fruits qui sont très mûres. Alors, à prendre avec une bonne viande, c'est l'automne. Des fois, on aime ça, on est plus viande un peu, plus réconfortant. Alors, c'est un vin qui va très bien à côté, se marier finalement avec un plat automnal ou un plat hivernal, pourquoi pas. Sinon, bien, Catherine, on te souhaite une excellente saison. On parle de saison dans la télévision. Alors, on va te souhaiter une bonne saison. Et merci d'avoir participé à l'émission Plaisir et vin. Merci beaucoup, Martin. Santé, succès. Cheers!